Conakry, 29 octobre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information dont voici les titres. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a pris une décision importante ce lundi. Il s'agit bien entendu de la dissolution de certains partis politiques. Une décision prise à l'issue d'une évaluation organisée par le département. Comment cette actualité est commentée par les concernés? Les détails, c'est tout à l'heure. Et puis, il sera toujours question de politique dans ce journal, mais cette fois, nous allons prendre la destination de Washington pour vous faire vivre la quintessence de la campagne avant élection à travers une des reporters de VOA Afrique qui répondra à nos différentes questions. Fini les titres. Je vous le disais à l'entame, à l'issue de l'évaluation des partis politiques en Guinée, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, MATD en abrégé, a pris des séries de décisions ce lundi à Conakry. 53 partis politiques ont été dissous ainsi que 54 autres suspendus pour une durée de 3 mois. D'autres également sont mis sous observation. Rencontrés ce mardi, nombreux sont ces acteurs qui ont apprécié cette décision du MATD. Bintou Touré et Wendel Camara nous en disent plus. Dans le rapport final du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation MATD sur l'évaluation des partis politiques guinéens pour l'année 2024, plusieurs partis politiques ont été suspendus. Parmi elles figure le PDG RDA, ancien parti du feu camarade président Ahmed Sékou Touré, l'UFD de Badiko, le PUP de Fodé Bangoura, ancien parti au pouvoir, ainsi que le NGR d'Abessila et tant d'autres. Le président du parti RGP salue cette décision. C'est l'évaluation des partis politiques dont je peux dire que le MATD a bien travaillé. C'était un travail qui devrait se faire avant 10 ans. Nous félicitons les dirigeants de MATD d'actuel. C'est avec un grand courage qu'ils ont pu annoncer, parce que après toute l'explication, Madame Touré Djeneba, quand il a fini d'expliquer, personne n'a pu dire un mot, parce que chacun a trouvé la réalité que ce que MATD a dit. Les 67 partis politiques qui étaient là, chacun avait un petit défaut. Donc, ils sont mis en observation. Donc, mon parti fait partie. On disait 200 partis, 300 partis, tant. Aujourd'hui, c'est resté à 65 partis politiques sur toute l'étendue du territoire. Nini était un ministre comme celui qui est là. Pour sortir ce travail, c'était très difficile. Mais nous sommes sortis dans la salle satisfaits. Après l'évaluation des partis politiques, ces acteurs politiques se disent très satisfaits par rapport au travail acharné du MATD. Ben oui, on est confirmé. La Nouvelle-Guinée, c'est un parti vraiment qui est bien organisé, très bien structuré. Et nous faisons en sorte que nous soyons en phase avec la loi de notre pays. On a participé aux élections législatives, ça veut dire que le sérieux se trouve au sein de ce parti-là et nous allons continuer à être. Il y a des petites choses qui manquent. Le MATD nous amène à aller vers des corrections dans les prochains jours. Nous allons les corriger. Nous sommes des partis qui sont retenus, mais ils ont préféré appeler par le mot observation. Donc tous les partis censés être retenus ont été dans le lot de ce qu'on appelle en observation. Donc vous le savez, le RRD est un parti discipliné et qui est dans les normes. Chaque fois qu'il y a des évaluations, on s'est prêté au jeu quand même. Le parti de l'UDPG fait partie des partis politiques suspendus. Le président de ce parti se dit très surpris de cette annonce. Nous sommes sur la liste des partis politiques suspendus pour 3 mois, le temps de nous mettre en règle. Ce qui nous surprend aussi, après le passage des inspecteurs chez nous, on a repris contact avec eux. Ceux qui sont venus nous voir quand on était prêt pour leur montrer en tout cas les documents dont ils avaient besoin. Et ils nous avaient dit d'attendre. Donc nous étions dans l'attente là et à notre grande surprise,
On voit que les résultats ont été proclamés et que nous nous retrouvons parmi les partis politiques qui ont encore des documents à fournir. Donc nous venons les écouter d'abord, comment et pourquoi, et qu'est-ce qu'eux nous proposent maintenant. Donc je pense que c'est à la suite de ça maintenant qu'on va convoquer aussi une réunion au niveau de notre bureau exécutif, au niveau de tout le parti pour tirer des conclusions. Pour rappel, 67 autres sont placés sous observation avec notamment des poids lourds comme le RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG, le BL, le PDN, le PADES et l'UFR. D'une actualité à une autre, la direction régionale de la santé de Conakry, accompagnée des hommes de médias et quelques acteurs de la santé, ont échangé ce lundi sur la stratégie et la politique efficace qui devrait être mise en place pour la vulgarisation de la médecine traditionnelle, une initiative du président de la transition pour le bien-être de la population. L'actualité fait réagir certains spécialistes du domaine. Fatoumata Raousaleno et Mamadi Sangari pour plus de précisions. Bonne nouvelle pour les tradipraticiens. Désormais, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, demande leur collaboration avec les citoyens à travers la médecine moderne, une démarche saluée par ce médecin. Le président de la République a demandé au département, c'est-à-dire au ministre de la Santé, de faire en sorte que la population se réconcilie avec son personnel de santé. Et dans cette logique, il n'a pas dit avec les agents de santé de la médecine moderne, mais c'est aussi avec les agents de santé de la médecine traditionnelle. Et après, il y a eu une stratégie, une politique nationale pour faire en sorte que cette médecine traditionnelle s'organise et coopère avec la médecine moderne. Plus loin, Dr Sangaré rappelle l'importance de la pharmacopée dans nos différentes sociétés africaines. Ils sont encore plus accessibles que la médecine moderne. Je ne vois pas cette personne-là qui soit capable de dire qu'il n'a pas goûté ou à un seul millilitre de décoction venant de ces tradipraticiens. Nous sommes le fruit de cette médecine traditionnelle. Alors à nous, acteurs de la santé, autorités sanitaires, de valoriser ce secteur-là. C'est ce qu'on est en train de faire. Poursuivant, l'homme souligne les limites de la médecine traditionnelle. Donc, il les invite à collaborer avec la médecine moderne. Un tradipraticien ne peut pas traiter toutes les maladies. Il reconnaît ses insuffisances, ses limites et référer à d'autres personnes à l'interne. Ça, c'est la verticalité. De façon horizontale, c'est de faire en sorte que, une fois que les limites sont claires, définies à leur niveau, qu'ils soient capables de référer ces mêmes malades-là vers la médecine moderne. C'est ce qui n'était pas le cas. Mais aussi faire en sorte qu'il y ait une seule plateforme. La coopération entre la médecine traditionnelle et moderne est le nouveau objectif que se fixe le ministère de la Santé. À sa tête, le général Mamadi Doumbouya. Et puis, dans un contexte où la professionnalisation des médias est plus que jamais cruciale, le ministère de l'Information et de la Communication, en collaboration avec le FADEM, a initié une formation destinée aux journalistes. Cet événement, qui s'inscrit dans une série d'ateliers précédemment tenus dans d'autres régions, vise à outiller les acteurs des médias face aux défis contemporains tout en prouvant un discours responsable. Fata Traoré commente les images de la RTG. Dans sa quête de renforcer les compétences professionnelles des acteurs des médias, le ministère de l'Information et de la Communication, à travers la Direction générale du Centre de formation, a lancé ce mardi une formation destinée aux journalistes issus des médias privés et publics à Conakry. Cette initiative, appuyée par le FADEM, a été présidée par le ministre de l'Information et de la Communication, Fana Souma. Au total, près de 50 journalistes ont participé à cette formation qui vise à améliorer leurs compétences et à favoriser un journalisme de qualité. Cette démarche de renforcement des capacités professionnelles des journalistes résulte de la volonté de monter partout, de faire de la professionnalisation des journalistes et des techniciens la colonne vertébrale de ma vision pour ce département transversal. Mesdames et messieurs, je me réjouis du choix porté sur le thème de cette formation, qu'est la lutte contre les discours de haine et l'incitation à la violence dans les médias. Comme vous le savez déjà, chers invités, l'unité nationale, la cohésion sociale, la paix civile, le développement socio-économique de notre pays figurent en bonne place des préoccupations du chef de l'État,
le schéma de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Mesdames et messieurs les journalistes, pour le FADEM, l'information étant un bien public qui soutient la vitalité de toute démocratie, permet au développement de la démocratie et permet également le développement des médias. Nous avons besoin aujourd'hui et pour le futur des médias libres, transparents, qui jouent un rôle essentiel entre les fausses informations et les informations fiables. Vous comprendrez donc que le métier que vous exercez n'est pas seulement un emploi, c'est aussi une mission de service public. Informer, éduquer, sensibiliser l'opinion est une responsabilité immense qui doit se faire dans le respect des règles déontologiques. Le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Guinée a pour sa part rappelé l'impact des discours incitant à la haine tout en réaffirmant son engagement à promouvoir un environnement dépourvu de violence et de haine. Le phénomène du discours de haine est une menace pour toutes les sociétés modernes. Et il revêt un caractère d'urgence particulier en Guinée, où il peut exacerber les tensions sociales, éthiques et politiques. Le discours de haine alimente les divisions, les discriminations, et dans les cas les plus graves, peuvent conduire à des violences qui affectent la sécurité et la stabilité du pays. Il convient de rappeler que cette formation a déjà eu lieu dans d'autres régions du pays. Les journalistes de l'Abbé, Kankan et Zérokouré ont été les premiers à en bénéficier. Concernant la zone de Conakry, cette formation qui a commencé aujourd'hui se poursuivra jusqu'à demain, mercredi 30 octobre 2024. Les journalistes participants sortiront dotés de nouvelles compétences grâce à cette initiative. Toujours dans ce journal, ce soir, nous vous ferons découvrir la chite de la commune urbaine de Dinti, située dans la préfecture de Dalaba. Cette grande chite qui se dresse majestueusement sur la savane a besoin d'être aménagée pour le bien de la population. Pour atteindre ce lieu touristique de nos jours, il faut un vrai parcours de combattants. Les touristes et même les résidents sont obligés de parcourir plus de 2 km pour se rendre sur le site. Mohamed Sangaré nous signe ce reportage rendu en studio par Mohamed Lamine Sako. Dans la préfecture de Dalaba, la chite de Ditine est l'une des plus grandes chites du pays. Avec un paysage merveilleux, ce site touristique est très apprécié par les admirateurs. Les eaux de cet endroit se jettent visiblement sur une falaise qui peut servir de baignoire rafraîchissante. Pour bien savourer les réalités de cette chite, les autorités locales demandent un aménagement pour mieux valoriser le site. La chute de Ditine a besoin de l'aménagement, des aménagements, une route. Vous-même, vous avez constaté que nous avons marché près de 3 km pour accéder à la chute. Donc, si nous trouvions les moyens de faire des aménagements, 2 ponts seront bons, même si c'est métallique, construire des petites cases équipées de chaises en plastique et même un logement pour le tourisme. Ça fera un ouf de soulagement pour la population de Ditine, pourquoi pas la Guinée en général. Les habitants et visiteurs qui effectuent des séjours dans cette ville sont obligés de parcourir près de 3 km pour arriver à destination. L'impression que j'ai, c'est la gigantesque de la chute qu'on n'avait jamais vue auparavant. Peut-être lors des enseignements dans les écoles, il faudrait qu'on dise aux gens que ce genre d'endroit existe dans notre pays où les gens peuvent venir s'inspirer, regarder et en parler à d'autres qui puissent venir pour faire la promotion de notre culture et de nos sites touristiques. C'est très important pour nous autres qui sommes venus. Ça va permettre les images, les messages qui seront véhiculés, permettre à d'autres Guinéens de venir découvrir ce beau merveille de la nature. Pour les difficultés, on n'a pas d'accès. La route, il n'y a pas de route. Vous voyez même vous, le route qui est là-bas, c'est déjà emporté par la pluie. Donc on a besoin d'aide. On n'a pas de route, on a besoin d'aide. Il n'y a pas de route, pas d'électricité. Et ça, c'est notre préoccupation majeure. C'est la route, l'électricité. Il n'y a pas de route.
Vous voyez comment on passe ici. Il y avait une route là-bas, c'est pas facile. Aujourd'hui, la pluie a pas toujours. Très bien. Nous souhaitons que ça sera une bonne rentabilité. Il y aura une bonne rentabilité. Parce que si aujourd'hui on a un hôtel en haut là, ça c'est d'abord c'est une atout. C'est une grande atout. Vraiment. Il y a l'espoir quand même. Merci. Dalaba offre des paysages à couper le souffle. Cette préfecture de la Moyenne Guinée est l'incarnation du paradis guinéen, empreint de beauté et de belles découvertes. Un mot de football dans ce journal, la disqualification du Sili U17 et la non-homologation des stades de Nongo et de 28 septembre ont été des sujets qui défraient la chronique. Ce mardi, le Premier ministre, chef de gouvernement Amadou Ouriba, déplore ces différentes situations et demande au ministre des Sports à prendre ses responsabilités. Ce dernier est aussi sorti de sa torpeur en affirmant les difficultés et les vraies raisons de ces différentes situations. Moumédissia Gassoma pour en savoir davantage. Une profonde humiliation que les citoyens guinéens constatent que même un stade pour accueillir les équipes nationales qui doivent jouer en République de Guinée dans le cadre des compétitions internationales, que ces matchs soient délocalisés. Notre équipe U17 a été aussi disqualifiée, mais parce que tout simplement on n'a pas respecté un certain code d'éthique dans le choix des joueurs. Le ministère, en relation avec la Fédération guinéenne de football, vous devez nettoyer vos rangs. Puisque l'idée générale, c'est qu'en Guinée, on triche. C'est un discrédit pour toute la République de Guinée. Cette sortie du chef de gouvernement guinéen qui fait allusion à la disqualification des U17 à Dakar et la non-opérationnalisation des stades de football du pays a été prise en considération par le premier responsable du sport guinéen. Bogola Abba prend note et dit être sur la voie de la vérité pour sortir la Guinée du bourbier. Le ministère en 6 mois a pu négocier avec la FIFA pour obtenir un financement à hauteur de 12 000 places. Il y a un stade qui doit le faire, un financement négocié avec la Fédération guinéenne de football et la FIFA. Ça, c'est une première dans notre histoire. Et les plans aujourd'hui sont disponibles et nous sommes sûrs et certains avec les plans que nous avons que le stade pourrait être livré, le stade du 28 septembre 9, je crois au mois de février, conformément aux engagements. C'est qu'il y a une première. Et d'ailleurs, pour le stade du 28 septembre, je peux vous le dire, cela se fait avec 0 francs de démarrage. Jusque-là, l'entreprise n'a pas eu d'avance de démarrage. Imaginez le progrès qui a été fait et le taux de réalisation aujourd'hui physique est autour de 50%. Le stade de Nongo, c'est pratiquement les mêmes choses. Les entreprises, évidemment, c'est un montant de la phase 1, c'est 230 milliards. Et ils n'avaient pas 19 milliards. Tous les deux stades, c'était 19 milliards. Donc les travaux ont repris. Nous avons négocié avec les banques, aussi bien les banques ici, mais aussi les banques à l'étranger. En ce qui concerne la question de la disqualification des jeunes U17, je peux vous dire que jamais la Guinée n'a fait ce qu'on a fait. Nous avons pu mobiliser ici 35 jeunes qui ont été sélectionnés, qui sont des scolaires et qui viennent des académies. C'est-à-dire l'histoire, pratiquement le futur de notre football passera par les académies et par le scolaire. Donc si des enfants viennent dans des structures bien organisées comme l'école, dans des structures bien organisées comme les académies qui sont structurées, et que vous les envoyez au Sénégal pour faire un test IRM, et que le test IRM vous dit que 24 sont éligibles, et que parmi les 24 éligibles, vous avez 20 qui sont sélectionnés, et qu'il y a même des jumeaux qui sont dans l'équipe, qu'on dit que l'un est éligible, l'un n'est pas. C'est pour ça que le ministère immédiatement a décidé de mettre en place une commission d'enquête. Parce que la Guinée est moins représentée à l'international, au niveau de la CAF, au niveau des structures, et au niveau local, nous n'avons pas de capacité en médecine sportive. Sur la table, l'élimination du Sili U17 est loin de connaître son épilogue chez les autorités sportives du pays, qui ne tarderont pas à réagir les mois à venir sur le sujet.
Nous allons à présent aller à Washington pour prendre Alexandrine Olognon, journaliste reporter à VOA Afrique, qui va nous parler du déroulé de la campagne présidentielle aux États-Unis d'Amérique. Bonsoir Alexandrine Olognon. La campagne présidentielle se poursuit aux États-Unis et comme on le voit tous, la situation est très serrée entre la démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump. Alors dites-nous quel impact auront les débats entre Kamala Harris et Donald Trump sur l'opinion publique? Kamala Harris avait dominé le débat de septembre où les deux candidats sont largement revenus sur leur bilan et programmes respectifs pour l'avenir des États-Unis. Au-delà des commentaires habituels sur qui a dominé ce débat ou non, selon les analystes, les débats n'ont pas vraiment d'impact sur le choix des électeurs et la plupart savent déjà pour qui ils voteront. Le débat sert notamment à éclairer l'opinion publique sur les programmes des candidats et d'une certaine manière à mieux les révéler au public, mais il ne change pas radicalement les avis des votants sur l'un ou l'autre candidat. Nous avons entendu la récente déclaration de Donald Trump sur les origines de Kamala Harris, ce qui a d'ailleurs ravivé des tensions raciales déjà présentes dans le discours politique américain. Est-ce que les questions de race, mais également de genre, influencent-elles la campagne de la candidate Kamala Harris? Les questions de race, notamment, se sont invitées à cette campagne électorale avec une déclaration de Donald Trump sur les origines de Kamala Harris. La vice-présidente, dans ses discours, s'est très peu appesantie sur la question. Elle a préféré mettre en avant tout simplement son programme. Et un autre moment où les questions de race ont été évoquées, vous l'avez certainement entendu à plusieurs reprises lors de cette campagne, que les deux candidats vont à la conquête des votes de telle communauté ou de telle autre communauté, la communauté noire, la communauté hispanique, etc. Et en ce qui concerne le genre, il est bien présent dans cette campagne électorale. Je prends pour exemple un sondage cité par l'AFP, un sondage conduit par l'université de Harvard, c'était en septembre dernier, auprès d'Américains des deux sexes, le sexe masculin et féminin, âgés de 18 à 29 ans. Et bien ce sondage met en évidence des disparités assez nettes dans les préférences politiques des jeunes femmes et des jeunes hommes. 70% des jeunes électrices comptent voter pour Kamala Harris et 23% pour Donald Trump, pour cause les programmes proposés par les deux candidats aux grands thèmes qui sont au cœur de cette campagne électorale, notamment le droit à l'avortement et l'économie. Alors ces chiffres ont probablement évolué maintenant que nous sommes à quelques jours de la présidentielle et aussi selon l'impact des interventions des deux candidats lors de leurs meetings et autres rassemblements. Nous restons toujours avec vous, Alexandrine. Pensez-vous que l'électorat américain est prêt à élire une femme qui occupe déjà le poste de vice-présidente? Et comment cela pourrait-elle affecter la campagne de Kamala Harris? C'est une question à laquelle je ne peux malheureusement pas répondre, mais nous aurons la réponse au soir du 5 novembre. Alexandrine Olognon, Washington, VOA Afrique. Vous l'avez certainement compris, aimables téléspectateurs, nous aurons la réponse au soir du 5 novembre prochain. Merci Alexandrine, je rappelle que vous êtes journaliste, reporter à la radio-télévision VOA Afrique. Et voilà, ainsi prend fin ce journal à tous. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programme sur les antennes d'Évasion TV. Très belle soirée à vous.